et bonne séance. La cardiologie interventionnelle, comme vous le voyez, n'a pas de limite, puisqu'on va s'intéresser maintenant au dernier orifice encore vierge. Et c'est notre ami Pascal Lim, qui est l'homme de la situation, qui va nous parler de son expérience, qui là aussi est unique. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je remercie le professeur Mesguer et tous les académiciens de m'avoir invité. Donc, moi, je ne suis pas du tout cardiologue interventionnel, hein. Je suis cardiologue non interventionnel. Je m'occupe des soins intensifs de cardiologie. Mais je vais vous parler du sujet parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup préoccupé en soins intensifs, puisqu'on a beaucoup de patients qui ont des fuites tricuspides et pendant longtemps, on avait un risque trop important de chirurgie. Et donc, en général, ils finissaient par en limitation de soins ou avec des cures répétées de diurétiques de dobutamine. Et Henri Mandor, on a décidé de mettre au point tout un programme d'innovation thérapeutique dessus avec la mise au point de valves percutanées tricuspides. Là, on travaille sur des pompes cardiaques percutanées pour le cœur droit. Donc, je vais vous parler en tout cas de ce qui existe actuellement en termes de remplacement et de réparation de la tricuspide. Voilà. Alors, l'insuffisance tricuspide, c'est une pathologie qui est relativement homogène puisque la principale cause, dans 90% des cas, est fonctionnelle, liée à une maladie du cœur droit. Et cette maladie du cœur droit, elle est causée par une augmentation répétée de la poche-charge du ventricule droit. Le ventricule droit étant une pompe à très basse pression, dès qu'il y a une augmentation de sa poche-charge, elle va se dilater pour pouvoir compenser cette poche-charge et s'adapter. Mais cette dilatation, c'est comme un ballon, hein, c'est-à-dire que ça va étirer les tissus et cet étirement, ce remodelage va devenir irréversible. Alors, on a une dilatation du ventricule qui va tirer sur les feuillets mitraux, mais qui va aussi dilater l'anneau dans sa partie libre, c'est-à-dire sur les feuillets antérieurs et les feuillets postérieurs, le feuillet septal étant fixé au trigone mitro-aortique et tricuspide. L'insuffisance tricuspide est une pathologie qui augmente avec le vieillissement de la population et l'amélioration de la prise en charge du cœur gauche. Et vous voyez qu'aux États-Unis, en Europe, on considère qu'il y a à peu près entre 3 et 4 millions de cas, avec vous voyez un pronostic qui est assez délétère puisque la médiane de survie pour une insuffisance tricuspide sévère et on considère à peu près à 2 ans. Et malgré cette surmortalité, il y a peu de patients qui sont opérés, hein. Vous voyez qu'il y a moins de 0,5% de la population qui est opérée, parce que d'une part, le pronostic, la mortalité, le risque opératoire est très important, parce que vous voyez que la mortalité hospitalière est d'environ 14% sur de la chirurgie tricuspide isolée en France, lorsque c'est une chirurgie d'insuffisance tricuspide fonctionnelle, et le risque de morbidité post-opératoire est d'environ 47%, avec 28% de choc cardiologique et la nécessité de dialyser les patients pendant un certain moment. Donc, le post-opératoire de la chirurgie tricuspide, c'est vraiment quelque chose, je pense que ce Gangeback connaît bien, mais les patients restent pendant quand même 1 mois en post-opératoire avec la nécessité d'attendre que le ventricule droit récupère. Alors, je pense que je fais un salut à mon collègue Julien Dreyfus, hein, qui est au CCN, qui a beaucoup travaillé sur cette pathologie, qui nous a apporté un score qui permettait d'affiner le risque opératoire. Et ce risque est intéressant parce qu'il montre que lorsqu'on opère finalement les patients tardivement, ils commencent à avoir la nécessité d'avoir des grosses doses de diurétiques supérieures à 125 mg, où ils ont une congestion rénale ou hépatique, où ils ont une interdépendance VDVG, leur risque opératoire augmente de façon exponentielle. Et il faut probablement opérer les patients assez tôt, dès qu'ils sont symptomatiques, sans attendre les signes d'insuffisance cardiaque droite et la congestion, le retentissement hépatique et rénal. Alors, pour pouvoir donc répondre aux patients qui ne sont pas opérables, hein, il y a plusieurs innovations qui ont été proposées, qui sont basées sur les techniques chirurgicaux.
Donc, les techniques d'annuloplastie, on les regroupe, les techniques de cooptation, d'améliorer la cooptation des valves. Et ça, par contre, ça n'existe pas en chirurgie, heureusement. D'ailleurs, c'est l'isolation des cavités droites par un stent en supra-annulaire et infra-annulaire dans la veine cave inférieure. Et puis, bien sûr, le remplacement valvulaire percutané. Alors, je pense que je ne vais pas tout vous parler, puisque en fait, il y a des techniques qui ont été abandonnées, puisqu'elles ne marchent pas aussi bien. Mais par exemple, les techniques d'annuloplastie, quasiment tous ont été abandonnés parce qu'ils ne tenaient pas très, très bien. Là, le cardioband a été redesigné avec moins d'ancrage et des ancrages plus solides, donc ils vont être retestés. Les techniques de cooptation par spacer ont été abandonnées. Je vais vous parler plus de la réparation bord à bord. Les remplacements, enfin l'isolation des cavités droites par stent en veine cave sup et veine cave inf. Je ne dis pas qu'ils sont abandonnés parce que la société TrickValve existe toujours, mais les résultats cliniques ne sont pas très, très bons. Et je pense qu'on va vous parler des remplaçants valvulaires tricuspides qui sont vraiment les grands gagnants de cette approche percutanée de réparation ou de remplacement des fuites tricuspides. Alors, la réparation de bord à bord, qui est la technique qui est utilisée du côté mitral, elle consiste à ancrer le feuillet antérieur au septum pour limiter cette dilatation liée aux variations de conditions de charge des cavités droites ou d'ancrer le feuillet postérieur au septum selon là où siège la fuite. Vous voyez que c'est une technique qui se fait par voie fémorale, hein, donc par une ponction veineuse, donc là sous ETO, sous anesthésie générale, donc ça nécessite une très bonne imagerie. C'est vraiment la limite de cette technique. Donc, on doit d'abord localiser la fuite pour savoir où est-ce qu'on va mettre le clip. Donc là, on a le feuillet septal, là, on a ici le feuillet antérieur. Et ensuite, une fois, on utilise plusieurs vues, hein, et notamment la vue transgastrique qui est l'une des plus importantes pour pouvoir localiser la fuite et positionner le clip. Une fois qu'on a localisé la fuite, on va ramener le clip et on va le positionner de façon perpendiculaire au feuillet pour pouvoir bien attraper le feuillet. On va le déployer, on va vérifier qu'on a bien grappé le feuillet et qu'on n'a pas de fuite résiduelle. Vous voyez ici qu'il nous reste une fuite résiduelle. Et là, on va pouvoir remettre un deuxième clip par-dessus que vous voyez ici et supprimer toutes les fuites existantes. Alors, cette technique de réparation à bord sur cet exemple donne des résultats formidables, mais il faut sélectionner les patients. La première chose la plus importante, c'est qu'il faut vraiment avoir une très bonne visualisation parce que si on ne voit pas bien en ETO, et c'est quand même la moitié des patients où on ne voit pas bien en ETO du côté droit, on ne peut pas guider le cathétériseur. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait la fuite ne soit pas trop majeure, donc il n'y a pas un gap trop énorme de plus de 8,5 mm parce que sinon les bras ne sont pas assez longs pour attraper. Et puis la localisation antéroseptale et la localisation préférentielle, puisque là, c'est là où on va empêcher la dilatation. Et on va bien sûr ne pas clipper tout ce qui est feuillet rhumatismal ou rupture de cordage étendue ou lorsqu'il y a un pacemaker ou lorsqu'on n'arrive pas à être perpendiculaire par rapport au feuillet tricuspide. Alors, en termes de validation clinique, il y a une étude qui vient de sortir cette année, c'est l'étude Triluminate, pardon, comparer 175 patients placebo versus TriClip qui avaient des fuites tricuspides sévères. Et cette étude est positive, mais vous voyez qu'elle est positive surtout sur le critère composite qui inclut décès, insuffisance cardiaque et amélioration de la qualité de vie. Mais si on enlève la qualité de vie, et ça ne sort pas sur la mortalité ni sur la prévention de la récidive d'insuffisance cardiaque. Ça réduit bien la fuite, mais vous voyez que ça ne réduit pas du tout la mortalité ni l'insuffisance cardiaque. Alors, l'une des hypothèses possibles, c'est que vous voyez que finalement, il y a 50% des patients qui regardent une fuite de grade 3 à grade 4 après la pose du clip. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'on corrige une conséquence de la maladie du cœur droit ou est-ce que c'est lié au fait qu'on corrige partiellement
finalement la fuite tricuspide. Ça, on le saura plus tard avec les prothèses. Et donc, les prothèses, il y a plusieurs sociétés qui se sont lancées dans le développement de prothèses percutanées. Je vais vous en parler de deux. La première, c'est la valve Evoque de chez Edwards, qui est une valve, vous voyez, qui existe maintenant en 3 tailles, 44, 48 et 52. Elle a des bras sur lesquels il faut venir la positionner pour venir attraper les cordages. Et vous voyez que l'étude, la première étude de First in Man, maintenant, ils ont fait une étude qui vient d'être de 150 malades, mais de 56 malades qui avaient des idées sévères. Vous voyez un taux d'implantation, un succès d'implantation de 87%, moins d'1% de mortalité périopératoire, une très bonne amélioration clinique puisque 79% des patients sont en stade 1 et 2 à 1 mois et aussi à 1 an. Vous voyez que seulement 4% gardent des fuites tricuspides significatives, sinon 96% ont des fuites inférieures au grade 1. La seule problématique de cette valve, c'est qu'il y a 27% de saignement lié au cathéter fémoral et un temps de procédure relativement long, encore 2,4 heures. Nous, on a mis au point une prothèse percutanée qui s'appelle la valve Topaz. C'est une valve qui est vraiment dédiée pour la tricuspide, qui est composée de 2 stents, un stent externe qui est très souple, qui va pouvoir prendre l'empreinte géométrique du ventricule droit et servir d'ancrage, et donc il va accompagner le ventricule droit au cours des variations de charge et au cours de son remodelage, et une valve interne qui va servir d'élément fonctionnel pour jouer le rôle de fonction valvulaire. Et donc, on décorrèle la fonction ancrage et la fonction valvulaire. Il y a 2 tailles, la taille 45 et la taille 55. La taille 55 va pouvoir être étudiée en fin d'année 2023. Vous voyez que le premier cas a été réalisé par Emmanuel Teger, qui nous a montré la fuite, les fermetures d'auricules. Vous voyez que c'est une patiente de 82 ans qui était en stade 4 YHA, qui avait une FA chronique, unité fonctionnelle isolée, qui était sous 1 gramme de lazilique, qui avait une nécessité de plusieurs cures de lévosimolant pour être stabilisée, qui avait une insuffisance rénale grade 3 fonctionnelle. Et vous voyez que la fuite était assez torrentielle. La valve va être implantée, vous voyez, par voie fémorale. Donc, d'abord, on fait une angiographie. On a localisé l'anneau. On poncionne, vous voyez, ça, c'est l'introducteur. On poncionne la fémorale. On amène l'introducteur jusqu'à l'anneau. On repère avec un guide dans la coronaire droite. Et on va commencer à se positionner de façon perpendiculaire au plan de l'anneau et de façon centralisée. Et puis, on va délivrer en enlevant la capsule qui va permettre qui permet de sortir la valve. Vous voyez qu'on est bien central et on va voir la valve sortir tranquillement. Ça prend à peu près une vingtaine de minutes entre l'insertion du cathéter et la délivrance de la valve. Ce qu'il faut surtout, c'est vraiment être perpendiculaire. Ça nécessite ça nécessite une moins bonne échogénicité que le clip. Donc là, vous voyez que la valve est délivrée et l'ancrage se fait avec des petits crochets qui vont venir s'accrocher sur les feuillets valvulaires. Ça ne va pas venir s'accrocher sur les cordages. Vous voyez que ça, c'est le contrôle de la valve et la valve va pouvoir s'adapter aux variations géométriques du ventricule droit. Donc du coup, on a fait actuellement 15 patients, 11 cas compassionnels en France, en Allemagne et au Canada. Et actuellement, on a en fait 5 patients maintenant en étude de First in Man en Belgique et l'autorisation vient d'être donnée pour mener l'étude du First in Man en France et prochainement aux États-Unis, probablement en juillet. Ce qui est étonnant avec cette valve, c'est qu'on observe un remodelage inverse du ventricule droit. Vous voyez une réduction d'environ 30% de la taille du ventricule droit après la correction de cette tricuspide. Et ça, ce sont les données sur les 75% des cas compassionnels qu'on a fait, qui ont été analysés a posteriori.
Donc, en conclusion, je vais vous dire que, bon, en fait, globalement, le traitement percutané des fuites tricuspides, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la mortalité observée est beaucoup moindre par rapport à la chirurgie. Il y a deux solutions. Il y a la solution de bord à bord qui donne peu de complications et une amélioration clinique, mais pour l'instant, il y a une forte restriction liée à la qualité de l'imagerie en ETO et une efficacité modérée pour les fuites, notamment les fuites massives et torrentielles, et l'impact sur la mortalité et la réhospitalisation reste à démontrer sur du suivi à long terme. Le remplacement percutané, c'est probablement le grand gagnant, hein, ça permet de réduire complètement la fuite avec une bonne tolérance clinique. La durée d'intervention est beaucoup plus courte. Et par contre, l'impact sur la mortalité et la réhospitalisation, c'est pareil. Je pense qu'il faudra le démontrer, de savoir est-ce que c'est une conséquence de la maladie du cœur droit ou est-ce que ça permet d'arrêter un cercle vicieux et de pouvoir améliorer le pronostic des patients. Voilà, je vous remercie. Bravo. Allez. Remarquable, évidemment, et on peut encore une fois séparer la discussion en deux. D'abord, les aspects techniques et les indications, puis d'autre part, les circonstances dans lesquelles vous avez été amené avec votre équipe à développer, si j'ai bien compris, une start-up et un DM très, très performant. Donc, la première partie, est-ce qu'il y a des questions sur… Je voudrais vous féliciter. Yvan Gambach, oui, Yvan Gambach. Je voudrais vous féliciter de votre exposé et ce que vous nous avez montré. Non, vas-y. Voilà. L'expérience que j'ai en matière de tricuspide, mais de côté de la mortalité opératoire, ça ne marche pas. Vous mettez une valve, la valve marche, mais le valve bat toujours mal. Parce que ce n'est pas une maladie de tricuspide, c'est une maladie du muscle. Alors, j'aimerais bien savoir dans vos études, comment vous avez fait, par quelle magie, en corrigeant la valve, vous améliorez le muscle. Oui. Alors, merci, M. Gangebach, pour la question. En fait, je pense que l'insuffisance tricuspide, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que vous avez au début quelque chose qui est réversible. Et en fait, il y a certains patients dont on met les diurétiques à forte dose, on arrive à supprimer cette fuite tricuspide, mais ça ne revient que lorsque les patients inspirent. On voit bien que la fuite, elle augmente. Mais si on arrive à freiner ça au bon moment, un certain nombre de patients vont ne plus évoluer et rester stables. Et donc, le principal symptôme de la fuite tricuspide, c'est surtout la dyspnée parce qu'il y a cette interdépendance VD-VG qui va venir comprimer le VG et empêcher le VG de se remplir. Je pense que vous avez raison lorsqu'il s'agit de patients qui ont des fuites assez évoluées. Et on a 2 ou 3 patients qu'on a traités de façon compassionnelle qui étaient déjà avec des fuites torrentielles, avec des doses de diurétique très importantes, où malgré le fait qu'on ait remplacé la valve, qu'on ait serré la valve, ils reviennent pour des bas débits, on est obligé de leur faire des cures de légociment. Donc, je pense que les malades qu'on traite trop tardivement, ça ne marchera pas. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé un programme, on est en train de mettre au point une pompe cardiaque droite à long terme, de façon percutanée, où il n'y aura pas de fil qui va sortir et les patients, ça permettra de supplémenter, je pense, le débit nécessaire pour ces dont le ventricular a besoin, qui en général n'est pas très important d'1 ou 2 litres en complément. Donc, ça dépend de l'état musculaire, des conséquences musculaires. Oui, mais enfin, moi, je vois bien. Quand c'est avancé, c'est trop tard. Je vois bien ce que veut dire Iraj. C'est-à-dire que la fuite tricuspide est une conséquence. Exactement. Et que si on ne traite pas la cause… Oui. Alors souvent, même en traitant, parce que la cause, c'est la cause gauche, mais en fait, une fois qu'on a traité la cause gauche, il reste des séquelles. Et en fait, ce sont vraiment, nous, on observe, ce sont vraiment les variations respiratoires qui vont induire cette fuite tricuspide. Dès que vous inspirez, le retour veineux augmente, les cavités se dilatent et la fuite tricuspide. En fait, on peut avoir entre 2 respirations, une fuite tricuspide minime et une fuite tricuspide très importante. Et je pense qu'en bloquant ça, certains malades vont s'améliorer, il faut les prendre assez tôt. Mais ceux qui ont une fuite permanente très sévère, c'est un peu tard. Oui. Professeur Benamou. Oui, je veux d'abord vous féliciter parce que c'est un travail très intéressant sur les indications compassionnelles. Ça m'a fait penser, en octobre 2022, on a fait une séance bi-académique avec l'Académie de médecine sur la chirurgie du grand âge. Et on avait fait intervenir en particulier, bien sûr, Alain Cribier.
qui nous avait reparlé de son début de son expérience sur le TAVI, où il avait dû lutter pour pouvoir commencer à expérimenter les TAVI dans le cas d'indications complètement compassionnelles et donc au grand âge, à partir des grands seniors, au-delà de 85 ans, ça semblait possible sans avoir de levée de bouclier des comités d'éthique, etc. Et ça a été un grand combat qu'il a mené et j'ai l'impression que vous êtes dans la même situation à peu près équivalente où finalement il y a un intérêt à réfléchir encore, sûrement en cardiologie interventionnelle, sur la place qu'on peut prendre dans l'innovation technologique sur des indications comme ça, limite, où il semble quasiment impensable d'avoir une amélioration en dehors de quelque chose de complètement innovant. Est-ce que vous partagez cette vision? Probablement. Je partage tout à fait votre vision et en tout cas avec Emmanuel Tégère, on a été très aidé par la NSM dans les procédures compassionnelles puisqu'ils nous ont autorisé 5 ou 6 patients dès le début. Bon, après, ils nous ont demandé de faire une vraie étude pour pouvoir conduire la validation du dispositif, mais ça nous a beaucoup aidé pour comprendre en tout cas Et vous savez, l'Académie s'intéresse beaucoup à l'innovation techno, etc. Et en particulier avec l'Agence pour l'innovation en santé, il faut qu'on arrive à montrer à l'administration, à ceux qui nous donnent des autorisations, tout l'intérêt qu'on peut tirer de ce type d'innovation, alors qu'au départ, ça semble un combat presque perdu d'avance. Cribier, tout le monde lui disait « t'es complètement dingue, tu n'arriveras à rien ». Et maintenant, il y a 2 millions de TAVI qui sont mis dans le monde. Et je pense que peut-être sur les insuffisances tricuspides, on peut peut-être imaginer que vous allez complètement développer un nouveau secteur de la cardiologie interventionnelle. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont partis d'un medical need, c'est-à-dire non rempli ou mal rempli par la chirurgie. Vous avez là une réponse technologique très intéressante. Alors, c'est l'appel à la transition vers l'autre partie de la discussion. Et ce qu'on ne voit pas non plus, c'est la virtuosité du technicien avec le clip. Que là on voit l'image, on a l'impression que c'est simple, mais ce n'est pas vrai. C'est vraiment ce qui est le plus difficile en interventionnel. Mettre un clip à partir de l'échographie. Alors, première question, donc les circonstances qui ont généré la création de la société, en 2 mots, c'est via la PHP ou c'est quelque chose de complètement indépendant? Non, c'est en fait à l'origine, on a. Alors c'est compliqué, c'est-à-dire que l'origine, moi j'étais PH, donc on a commencé avec la PHP, puisque mon statut était. Oui, on connaît bien le système. Voilà. Et donc, on a déposé le brevet avec la PHP, qui nous ont demandé de créer une entreprise. Donc, pour on a créé une entreprise, il a fallu trouver des fonds, négocier les brevets. Donc, en fait, c'est un long parcours, mais en fait, au final, le brevet initial, finalement, ne sert pas, puisque votre technologie, ce que vous avez déposé au début, n'est plus la même. Donc, après, la société a développé ses propres brevets. Et maintenant, la société a sa propre vie, son propre patron. Et c'est vrai que moi, je suis surtout advisor dans la société sur les recrutements des patients, l'étude du first in man. On en est déjà, on a passé la preuve de concept, je suppose, largement. Et là, on est en validation clinique. En validation pré-remboursement. Alors, pré-remboursement, non, parce que maintenant, c'est assez compliqué d'avoir. Il faut atteindre déjà le marquage CE. Le marquage CE, maintenant, a changé puisque la réglementation, c'est d'être comparatif par rapport à quelque chose, que ce soit traitement médical ou un dispositif chirurgical ou non chirurgical. Alors, on a l'impression de perdre du temps au début, mais en fait, on le regagne après, puisqu'on se présente à ce moment-là avec la HAS, avec des études déjà convaincantes. Ouais. Et où est-ce que vous en êtes là? Alors, là, actuellement, on est au stade des études de faisabilité de first in man, donc de sécurité. Une fois que vous avez fait ça, il faut après passer aux études de comparaison. Ouais. Donc, aux États-Unis, c'est pivotal trial et en Europe, c'est plutôt du randomized trial maintenant. Et vous allez vous comparer à quoi? C'est la grande question, soit au traitement médical, soit à la chirurgie. C'est-à-dire qu'à la chirurgie, ça va être plus difficile à recruter puisqu'il y a de moins en moins de patients qui sont opérés. Il y a de plus en plus de patients qui sont clippés. Et si on fait par rapport au
traitement médical, il va falloir beaucoup plus de patients puisque le nombre d'événements sous traitement médical est moindre que par rapport à la chirurgie. Vous avez plus de risques péri-opératoires. Alors ça, c'est pas moi qui vais décider puisque vous avez… Non, mais c'est des préoccupations, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, qui sont communes à un certain nombre d'innovations qui prennent un certain temps. Et pendant ce temps-là, évidemment, pareil pour les anticoagulants. Qui sont énormes. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que ces études sont très réglementées, plus des millions et des millions. Bien sûr, bien sûr. Une question d'Hubert Joannet. Dans les méthodes d'évaluation, on a pu échanger avec Dassault Systèmes qui a développé le cœur numérique. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous aider? Est-ce que… Je pense, j'ai entendu ce que vous avez dit et je pense que c'est une très bonne question qui peut être soulevée aux autorités qui valident en tout cas le marquage CE. Ouais. Bon. L'Académie peut aider sans doute. On le souhaite en tout cas. Avec plaisir. C'est remarquable. Bien, relation avec les équipes qui s'occupent des jumeaux numériques chez Dassault, parce que c'est leur premier modèle qui est… Cas d'usage, on appelle ça en industrie. Cas d'usage, oui. Ils cherchent des cas d'usage. Et en plus, peut-être une occasion unique de faire quelque chose de très intéressant. C'est une façon très positive de terminer notre séance qui a été remarquable. Il nous reste à vous remercier. Plus. Et bravo à la cardiologie française. On n'a vu que des premières, finalement, réalisées par la cardiologie française et probablement une nouvelle. Bravo.